Vaucluse. Une femme appelle les secours. Son mari vient d'être abattu dans leur lit. Elle parle d'un intrus. Elle clame son innocence. Mais quelques mois plus tard, elle est condamnée pour meurtre. Erreur judiciaire ou mensonge trop bien construit? Depuis plus de 20 ans, Marc Geiger, l'un des plus gros avocats de notre génération, se bat pour comprendre ce qu'il s'est vraiment passé. Parce que derrière chaque crime, il y a une histoire plus complexe qu'un simple verdict. Des innocents condamnés, des coupables libérés, des vérités déformées par les émotions, le doute ou la peur. Avocat pénaliste depuis des décennies, Marc a traversé les pires affaires. Des meurtres maquillés, des disparitions inexpliquées, des enfants accusés, des familles détruites et des clients qui lui ont avoué l'impensable. Il a défendu des innocents oubliés. Il a confronté des monstres sans remords en cour d'assises. Et parfois, il a même douté de lui-même et de ce qu'il croyait savoir. Comment savoir si son client lui ment ou s'il lui dit la vérité? Et est-ce qu'il l'a réellement tué? Ce soir, il ouvre les portes de son cabinet et il vous emmène au cœur de ses dossiers les plus troublants. Ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, et ce que la justice ne montre jamais. Installez-vous confortablement, éteignez les lumières et préparez-vous à découvrir ce que cache parfois la robe noire. Les vérités qu'on ne veut pas entendre. Les pires affaires qu'un avocat puisse traiter dans sa carrière. Bienvenue dans un nouveau Story Cube spécial True Crime. Et là, il fond en larmes et il dit « Mais monsieur, j'ai pas tué mon papa ». Bah, il y a eu un accident, la petite, elle s'est noyée dans le Rhône. On est à Avignon, c'est le Rhône passe au bord de la ville. Elle s'est noyée dans le Rhône. Et puis petit à petit, il va expliquer qu'en fait, il a tué sa fille. Un des dossiers les plus tristes et les plus révélateurs de la folie des hommes que j'ai pu avoir à plaider. Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans Story Cube, on accueille un avocat, et pas n'importe lequel. Il est à sa 37e année d'exercice, et aujourd'hui, je trouvais ça hyper intéressant qu'il revienne sur certaines affaires qu'il a traitées durant sa carrière. Il y a des trucs hyper intéressants, passionnants, et je trouvais ça cool qu'il revienne un peu là-dessus, qu'il nous raconte qu'est-ce qui s'est réellement passé. Il a d'ailleurs sorti un livre récemment, Les Survivants, c'est 11 affaires à l'intérieur qu'il a traitées. De quoi ça parle globalement? Ça parle de familles que j'ai accompagnées parce qu'elles avaient perdu quelqu'un qui avait été assassiné dans des conditions dramatiques, que ce soit un enfant, un père, une mère, une sœur, un frère. Et c'est aussi 11 exemples de la manière dont la justice peut traiter ce type d'affaires. Il y a une affaire que tu nous avais envoyée, c'est l'affaire Alessandrie. Apparemment, c'est une affaire qui t'a occupé pendant près de 20 ans, je crois que c'est ça. Hein. Oui, c'est ça. Un matin, dans le Vaucluse, une femme appelle les secours, son mari vient d'être abattu dans leur lit. Elle parle d'un intrus, elle clame son innocence et pourtant, apparemment, elle sera condamnée. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est une affaire incroyable. On est au début des années 90 dans le Vaucluse et c'est un couple de Golden Boy, c'est-à-dire que lui, il est directeur d'un Intermarché qu'il a récupéré, qu'il a fait remonter. Il travaille très bien. On est au lendemain d'une fête qui est la fête du melon à Cavaillon et il n'a de cesse de dire à tout le monde qu'il a explosé la baraque ce jour-là, etc. Et puis dans la nuit, donc, il y a un coup de feu qui retentit. Cette femme se réveille et se rend compte que son mari est en train de baigner dans son sang parce qu'il a pris un coup de fusil de chasse. À l'intérieur de la maison, il y a 2 enfants. Brice, dont je vais m'occuper, qui est l'enfant du couple, et puis Johan, qui est un enfant d'un premier lit de Madame Alessandrie. Alors les secours arrivent, évidemment, on se pose plein de questions, et puis assez rapidement, les secours, en tout cas les services de police, vont se dire c'est curieux pour une intrusion extérieure, on ne voit pas de signe d'effraction, voilà. Donc il va y avoir un doute qui va être mis tout de suite sur le fait que ce soit une équipe de malfaiteurs qui soit venue, ce qui aurait été tout à fait plausible, parce qu'à l'époque, dans notre région, il y avait pas mal d'histoires comme ça, où des malfaiteurs s'introduisaient chez des commerçants, prenaient en otage la famille, récupéraient le gérant, allaient à la boutique ou au magasin avec lui pour récupérer ce qu'il y avait dans le coffre, pendant que les autres complices tenaient en respect la famille. Pour autant, c'est pas ce qui va se passer. Il pense quoi du coup? Il pense que ça serait elle peut-être qui aurait... Très vite en tout cas, il pense que c'est un huis clos familial, qu'il s'est passé quelque chose dans la maison avec les gens qui étaient dans la maison, c'est-à-dire soit la femme, soit l'un des 2 enfants. Ils ont quel âge À l'époque, c'est ce que j'allais te dire, à l'époque, Brice, que je vais assister pendant toute cette période, il a 11 ans. Ok. Johan est un peu plus âgé, il a 17 ans, je crois, oui, 17 ans au moment des faits. Et le problème de ce dossier, comme souvent dans les erreurs judiciaires, c'est que les enquêteurs vont partir d'une conviction, la conviction que ça s'est passé par quelqu'un de l'intérieur, et vont essayer de faire coller les indices à cette conviction. En fait, il n'y aura pas d'indices. Par exemple, cet homme est abattu d'un coup de fusil de chasse, il n'y a pas de fusil de chasse dans la maison, il n'y a pas d'arme dans la maison. Il y a tout un certain nombre de choses comme ça qui posent difficulté.
Et puis finalement, à force, ils vont finir par placer en garde à vue les 3, ou plus exactement les 2. Ils attendent que Johan ait 18 ans pour pouvoir le placer en garde à vue. Ils placent la femme en garde à vue et ils vont placer Brice en rétention judiciaire parce qu'à l'époque, il n'est pas majeur, donc on ne peut pas le placer en garde à vue, mais il va quand même passer 24 heures dans un bureau entouré de gendarmes à qui on va lui poser des questions qui vont être particulièrement difficiles. Toi, à ce moment-là, tu as déjà intervenu d'ailleurs ou... Non, pour l'instant, j'y suis pas. Parce que pour l'instant, il n'y a rien qui se passe, si ce n'est qu'il va y avoir ensuite une instruction qui va être ouverte parce que Madame Alessandri Edwige va être mise en examen dans cette affaire par un juge d'instruction et placée en détention provisoire. Salut, c'est Noah du futur. Je vous explique juste pour ceux qui n'auraient pas compris, mais en gros, les policiers sont tellement sûrs que c'est la mère qui aurait tué le mari qu'ils la mettent déjà en détention provisoire. Donc c'est la suspecte principale. Elle aurait apparemment tué son mari, ce qui fait donc que l'enfant, Brice, il est tout seul. Il n'a plus de père et il n'a plus de mère, vu que la mère est placée en détention. La suite, vous allez voir, elle est folle. À partir de là, l'enfant Brice, lui, va être confié, pas exactement placé, mais il va être confié au président du conseil général de l'époque parce que c'est lui qui est ce qu'on appelle un administrateur ad hoc. Ça veut dire que quand tu as ton père qui est mort et que ta mère qui est suspectée d'avoir tué ton père, évidemment, toi qui es mineur, tu ne peux pas être représenté par l'un ou par l'autre. Donc c'est le président du conseil général qui va te représenter dans le cadre de la procédure. Et c'est là que j'interviens, puisque je vais être désigné par ce président du conseil général pour assurer la défense de Brice. Et je me rappellerai toujours de la première fois que je rencontre ce garçon. Brice, c'est le petit, hein, c'est celui qui a... Oui, c'est le petit, il a 11 ans, donc à ce moment-là, au moment où l'affaire démarre et où sa mère est mise en examen, il a 12 ans et demi. Je vois un petit complètement perdu, en fait, plein d'eczéma, qui se gratte partout, qui manifestement est vraiment mal, quoi. Et très vite, je me fais la conviction que ça n'a pas pu se passer de l'intérieur. Parce que cet enfant, il a un amour immodéré pour son père. C'est vraiment, tu imagines ce que représente un père pour un gamin de 12 ans, c'est l'exemple, c'est le héros, etc. Et je me dis que si s'était passé quelque chose, peu importe quoi, peut-être un accident, une dispute qui tourne mal, il n'aurait pas pu tenir et continuer à dire il sait rien, c'est pas ma mère, quoi, c'est pas ma mère. En plus, il y a un moment qui est absolument abominable quand il est entendu, c'est qu'ils vont faire des tampons noirs. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est, ça veut dire que, en fait, quand il y a une scène de crime avec un tir d'arme à feu, quand l'arme à feu est tirée, quand la balle part, il y a des particules de tir en fusion qui vont se déposer, c'est microscopique, hein, ça va se déposer un peu partout, sur la personne qui tire évidemment, mais aussi dans toute la pièce. Et ils vont faire les tampons noirs et Brice a quelques particules de tir sur lui. Mais les particules de tir, c'est super volatile. Si toi, tu es dans une pièce où on a tiré, si moi je te touche, je vais en avoir sur moi. Et à un moment donné, je me rappellerai toujours de cette question et surtout de la réponse qu'il va faire. Le policier lui dit « tu as des particules de tir sur toi, comment tu l'expliques ?» Et là, il fond en larmes et il dit « mais monsieur, j'ai pas tué mon papa ». Il dit pas « j'ai pas tué mon père », il dit « j'ai pas tué mon papa ». Parce qu'il a 12 ans et c'est un enfant, quoi. Et on va lui faire subir vraiment quelque chose d'absolument abominable pendant toute cette période. Donc je le rencontre et tout de suite je me fais la conviction que ça ne peut pas être à l'intérieur et que manifestement il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire. Pour autant, cette femme va être jugée une première fois à Avignon, déclarée coupable et condamnée. Elle va faire appel de sa décision. Elle sera à nouveau jugée à Nîmes et là, à ce moment-là, je vais avoir un ténor du barreau qui va intervenir pour elle puisque c'est Thierry Lévy. Il est depuis décédé, mais c'est un des grands avocats de France. Quand elle est jugée coupable une première fois, c'est quoi finalement ce qu'on tire en conclusion? Enfin, ce qu'ils tirent en conclusion, eux, c'est qu'elle aurait tué son mari et camouflé ça comme étant... En fait, on va chercher à montrer qu'il y avait une dissension dans le couple. On va chercher à montrer qu'elle était jalouse de son mari, que son mari peut-être avait des aventures ailleurs. On va essayer de trouver un mobile en fait à ce crime, alors que c'est pas parce qu'ils s'engueulaient sur le lieu de travail, parce qu'ils travaillaient ensemble. Ils s'engueulaient sur leur lieu de travail que pour autant tu as envie de tuer ton mari, quoi. En plus, il y a plein de choses qui sont complètement insensées. On voit qu'ils ont fait l'amour le soir même, puisqu'on retrouve un prêtre. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails sordides, mais voilà, il y a pas mal de choses qui font que ça paraît incroyable. Et puis encore une fois, il n'y a pas de fusil dans cette maison, quoi. Il n'y a pas de fusil. Donc, Et elle va être en fait condamnée par défaut. C'est-à-dire qu'on ne trouve rien d'autre. Pour eux, c'est ce qu'il y a de plus plausible, vraisemblablement. Mais... Et c'est elle qui a appelé d'ailleurs les... Oui, elle appelle les secours.
Et quand elle a, même ça, quand elle appelle les secours et qu'elle est complètement en panique, elle a senti le sang chaud de son mari couler sur elle, quoi. C'est quelque chose, il faut se remettre dans le contexte, c'est absolument abominable. Et elle appelle, et je crois qu'elle dit monsieur, on a tué mon mari, j'en peux plus, etc. Et puis tout va s'enchaîner contre elle. Par exemple, quand c'est les pompiers qui arrivent en premier, elle est couverte de sang, elle est prostrée, nue dans la salle de bain, donc le pompier lui dit « Madame, prenez une douche ». Et ça va jouer contre elle, parce qu'on va lui dire « Mais vous vous êtes lavé pour effacer le fait que vous aviez des particules de tir sur vous ». Alors que pas du tout, quoi. Et tout ça va faire que petit à petit, on va construire la culpabilité de cette femme. Donc elle va être condamnée à Avignon pour ça, elle va faire appel de cette décision, elle va être à nouveau jugée à Nîmes et condamnée une nouvelle fois, et en plus condamnée à une peine de 10 ans. Si tu tues ton mari devant ses propres enfants, tu prends pas 10 ans, tu prends 15 ans, tu prends 20 ans, tu prends une peine lourde parce que c'est très grave. Donc c'est vraiment une décision que personne ne comprend. Il va y avoir un pourvoi en cassation, c'est-à-dire qu'on va considérer que la Cour d'appel de Nîmes a commis une erreur dans l'exécution du droit. Et à ce moment-là, la décision de Nîmes va être cassée et on va rejuger cette affaire devant la Cour d'assises à Lyon. Et quand on arrive à Lyon, alors là, on a... Vous êtes là à ce moment-là ou... Oui, moi je suis là dans les 3 mois. Vous avez quoi comme avis juste à ce moment-là? Alors, il se passe un truc assez fou sur le plan procédural. C'est-à-dire que moi, je me constitue partie civile. Et c'est inattaquable, ça veut dire que je suis l'enfant de la victime, donc j'ai parfaitement le droit d'être partie civile. Mais je suis une partie civile qui conteste la culpabilité de celle qui est poursuivie, de ma mère. Et ça va donner des trucs absolument incroyables, puisqu'il y a d'autres personnes qui sont parties civiles. La famille de celui qui est décédé, son frère, ses parents sont aussi partie civile, mais eux sont convaincus de la culpabilité d'Edwige. Pour ceux qui ne savent pas, partie civile, c'est quoi concrètement? En fait, être partie civile, c'est quand on a été victime, soit directe, soit par ricochet, c'est-à-dire que tu as perdu un proche, comme dans Les Survivants, et tu es en droit de demander en fait à être indemnisé du préjudice que tu subis. Mais au-delà de ça, c'est surtout que tu as le droit d'être partie au procès, c'est-à-dire que tu deviens un des acteurs du procès. Et c'est ce qui va se passer donc quand je vais m'occuper de Brice. Et on va se battre dans ce dossier contre les parties civiles qui vont nous contester le droit à moi d'être partie civile, comme à l'avocat de Johan, puisque Johan a aussi un avocat qui conteste la culpabilité de sa mère. Ce qui va se passer, ce qui va emporter la conviction des jurés, c'est que quand Johan est placé en garde à vue, lui, à un moment donné, à 4 h du matin, il va craquer et il va dire ce qu'on attend de lui. Il va dire « oui, c'est ma mère. Oui, c'est ma mère qui l'a tué. » Et ça s'est passé comme ça et on a caché le fusil dans la haie du jardin. On va évidemment chercher le fusil, on ne le trouvera jamais. Et le lendemain de son placement en garde à vue, au moment où il fait ses pseudo-aveux, évidemment, il va revenir dessus, il va vouloir aller voir le juge d'instruction, il va lui dire « mais non, j'ai dit ça parce que j'étais épuisé, parce que j'étais harcelé par 3 ou 4 gendarmes qui étaient autour de moi, et à un moment donné, comme j'en pouvais plus, j'ai dit ce qu'on attendait de moi pour que ça s'arrête. » Il voulait lui faire dire ça, quoi. Oui, complètement. Et ce qu'il va dire, en fait, on n'apprend rien dans sa déposition que les gendarmes ne savent déjà. Donc, si tu veux, il n'y a rien de nouveau. Sauf cette histoire de fusil qu'on ne trouvera jamais. Et en fait, c'est ça qui va emporter la conviction de la Cour. Et quand on arrive à la Cour d'assises de Lyon, là, on est remonté comme des pendules. On a préparé une maquette pour montrer à quel point c'était pas possible. Enfin, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il y avait un certain nombre de choses qui faisaient que... C'est intéressant. C'est quoi, par exemple, il y a juste 1 ou 2 exemples de choses qui font que, a priori, je vais te donner un exemple. Et c'est l'exemple, d'ailleurs, qui va nous permettre d'essayer d'obtenir la révision du procès après. On sait, parce que les gendarmes, quand ils arrivent, ils vont quand même fouiller. Il y a un très grand jardin autour de la maison avec une haie. Et au pied de la haie, on va trouver 2 mégots. Et ces 2 mégots ne sont pas mouillés, alors que l'arrosage automatique de la maison a marché de 20 h à 22 h. Donc on sait que c'est postérieur à 22 h que ces 2 mégots ont été posés là. Il y a un ADN dessus. On va interroger le FNAEG, qui est le fichier national des empreintes génétiques, mais ça ne matche pas. Il n'y a pas d'identité qui corresponde à ça. Et on arrive à la Cour d'assises de Lyon, donc avec ces mégots, mais on ne sait pas à qui ça appartient. Et devant la Cour d'assises de Lyon, on a l'idée de dire, mais le temps a passé depuis qu'on a interrogé le FNAEG, peut-être qu'entre-temps, il y a des nouvelles identités qui sont rentrées dans le dossier,
Et par voie de conséquence, peut-être que ça va matcher. Toi, ta théorie, c'est de se dire que ces deux mégots-là, ça serait quelqu'un, ça serait la personne. C'est le mec qui fait le guet. C'est le mec qui fait le guet en attendant que toutes les lumières s'éteignent et pouvoir donner le feu vert à ceux qui vont rentrer. Ouais. Et à ce moment-là, devant la cour d'assises de Lyon, ça match. Et on trouve l'identité d'un mec qui est connu pour faire des cambriolages, qui a un casier judiciaire, etc., etc. Et qui appartient à une équipe qu'on connaît, et tous ces mecs-là sont connus, quoi. Et ces mégots-là, ils étaient sur le domicile de Oui, ils étaient devant la porte, enfin en gros à 10 mètres de la porte, quoi. Bien planqués derrière la haie, comme si moi je suis là et je fume mes clopes en attendant de vérifier qu'il n'y a rien et que les autres peuvent rentrer. Et on va donc plaider tout ça, mais malheureusement, au moment où on plaide le dossier, on n'a pas encore la réponse du FNAEG. Et là où les avocats de la défense de ce dossier vont commettre une erreur fondamentale, c'est qu'on aurait dû demander que le dossier soit à ce moment-là suspendu et qu'on attende la réponse. On ne l'attend pas. C'est une erreur parce qu'on pense qu'on a tout ce qu'il faut pour obtenir l'acquittement de cette femme. Malheureusement, elle va être une nouvelle fois condamnée, toujours à 10 ans. On apprendra d'ailleurs par la suite, par des jurés qui ont fait la loi parce qu'ils nous ont parlé en nous disant ce qui s'était passé en délibéré, que dans un premier temps, ils avaient voté l'innocence de cette femme et que le président de la cour d'assises leur a demandé de revoter. Et à force de les harceler, ils ont fini par obtenir la culpabilité de cette femme. Quelques semaines après le verdict de Lyon, on a le match du FNAEG et on voit que c'est un mec qui est connu comme un cambrioleur, etc. Fort de ça, on va essayer d'obtenir la révision du procès, ce qui est une procédure ultra compliquée en France, parce qu'en France, comme partout, la justice, elle n'aime pas qu'on lui dise qu'elle s'est trompée. Donc, on essaye d'obtenir ça. On obtient un supplément d'information, c'est-à-dire que la Cour de cassation, qui est chargée de connaître de la demande en révision, elle va dire « Ok, il y a peut-être quelque chose à creuser, donc je missionne à nouveau les policiers pour faire une enquête. » Je te la fais courte parce que ça pourrait durer 3 heures. Il n'y a pas de souci, on a tout. Finalement, un juge d'instruction va être désigné. Ce juge d'instruction est persuadé de la culpabilité d'Edwige. Il va complètement bâcler son travail. Edwige, du coup, c'est la... Edwige, c'est la femme, c'est celle qui a été donc condamnée à 3 reprises pour ce dossier-là. Et finalement, ce supplément d'information donnera rien parce qu'il sera bâclé par ce juge d'instruction qui ne veut pas qu'on puisse dire que la justice s'est trompée à un moment donné. Et on n'obtiendra pas la révision de ce procès. Et aujourd'hui, si tu veux, et pendant toutes ces années-là, moi j'ai suivi Brice. Et Brice a grandi dans ce procès. Brice a grandi avec cette histoire-là. Il s'est construit au travers de cette histoire-là. Je ne peux pas te dire quelle image il y a de la justice en France parce qu'elle est particulièrement dégradée, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ça a été très émouvant pour moi que de commencer à assister à un gamin et puis finir par assister un jeune homme, quoi. Toujours avec la même conviction et avec la même volonté de dire « mais ma mère n'a pas tué mon père ». Il faut voir à quel point ça a été un moment particulièrement difficile. Oui. Et il y a beaucoup d'amertume quand on est avocat et qu'on sait que la justice s'est trompée et qu'on n'arrive pas à faire en sorte qu'elle le reconnaisse. C'est pour ça que c'est pas un échec dans le sens où c'est pas moi qui assurais la défense d'Edwige, mais pour Brice, j'aurais tellement aimé que ce garçon puisse obtenir gain de cause et puisse enfin quelque part se rabibocher avec une justice qu'il a à ce point malmenée pendant des années. C'est dingue. Et donc aujourd'hui, finalement... Aujourd'hui, cette femme est définitivement condamnée et sauf si, à un moment donné, un des types qui a fait ça était pris de remords, avait un cancer, était sur le point de mourir et que mourir pour mourir, il allait dire la vérité, ben, on ne saura jamais la vérité. Nous, on la sait en plus, on connaît les noms des gars, c'est-à-dire avec une quasi-certitude. Mais comme on ne peut pas apporter d'éléments de preuve, eh ben on ne peut pas faire réviser ce procès. Toi, quand tu vois cette affaire au début, avant qu'on passe un peu à la prochaine, toi, tu les crois directement ou tu as d'abord des doutes? Dans un premier temps, tu prends un peu de distance parce que c'est un enfant, tu te dis bon... et puis, il y a des éléments qui sont quand même un peu troublants. Et puis, il y a ces aveux de Johan qui sont très troublants dans un premier temps. Mais très vite, en fait, ma conviction, elle vient du fait que je me dis ce gamin, il ne peut pas tenir un tel mensonge pendant autant d'années avec l'amour qu'il portait pour son père. C'est pas possible. Même si ça avait été sa mère, il aurait à un moment donné craqué, il aurait dit, ben oui, ils se sont disputés, elle a pris un fusil, le coup est parti, c'est un accident, peu importe, mais il n'aurait jamais pu tenir un tel mensonge pendant autant d'années.
Ils disaient quoi de la partie opposée? Enfin, leurs arguments principaux, c'était qu'ils se disputaient tout le temps et du coup, Alors, c'est ça. ils se disputaient tout le temps. Elle était jalouse parce qu'il gagnait beaucoup plus d'argent que lui. Ils ont même dit des choses qui étaient totalement fausses. À un moment donné, on a parlé d'une assurance vie. On a dit, elle va toucher une assurance vie très importante et c'est un des mobiles. C'est une erreur. Celui qui va toucher l'assurance vie, c'est Brice. Qui va hériter de cet homme-là? C'est pas sa femme, c'est Brice. Et c'est d'ailleurs Brice qui s'est ruiné, qui a mis tout cet argent pour assurer la défense de sa mère pendant toutes ces années-là. Et pour autant, ça a été des éléments à charge qu'on nous a servi et resservi à l'envi pendant tous les 3 procès. Quoi. Ça t'est déjà arrivé, rien à voir, mais d'avoir, je sais pas moi, un client qui est en face de toi et qui te ment? Oui, ça arrive très... Quand tu fais du droit pénal, ça arrive très souvent. Alors en fait, après, tu as 2 options, si tu veux. Il y a des avocats qui, alors qu'on a étudié un dossier qui assoit avec certitude la culpabilité du gars que tu vas défendre, le gars te dit non, c'est pas moi. L'avocat dit moi j'ai mandat de dire que c'est pas lui, donc je plaide, c'est pas lui. Moi je peux pas faire ça. Quand un gars me dit c'est pas moi, je regarde le dossier et je vois que tout l'accable. C'est-à-dire le mec il est poursuivi pour avoir fait un braquage, on fait une perquisition chez lui, il y a l'arme qui a servi au braco, il y a les billets qui ont été braqués, tout y est quoi. Il y a son ADN sur les lieux et je lui dis voilà écoute-moi. De 2 choses l'une, ou bien tu veux que je te défende, mais à ce moment-là, je vais te défendre en disant la vérité, c'est toi, mais je vais expliquer dans quel contexte, pourquoi tu vas faire ça. Parce que tu as un parcours de vie qui fait que, et à un moment donné, à un instant T de ta vie, tu n'as pas trouvé d'autre solution que de commettre un crime. Mais si jamais tu me demandes de plaider l'implaidable, qui va à l'encontre de tout le dossier, tu vas être doublement condamné. Condamné parce que tu es coupable et condamné parce que tu les prends pour des cons. Et ça, la justice, elle ne supporte pas. Et quand le type insiste, je me retire. Je ne peux pas plaider quelque chose à ce point-là. C'était déjà arrivé, ça, qu'un mec insiste et que tu veux finalement? Oui, ça m'est déjà arrivé, mais souvent je suis suffisamment persuasif pour leur faire comprendre que c'est quand même mieux pour eux. C'est clair. Et souvent d'ailleurs, j'arrive parfois en cours d'instruction dans un dossier où je vois que le type, il a nié pendant 4, 5, 6 interrogatoires. Et finalement, on arrive au tribunal, on se parle longtemps, il me fait confiance. Et je lui dis, écoute-moi bien, si je plaide que tu l'as fait, tu prendras beaucoup moins. Et souvent, ça marche. Et donc, les gars comprennent que finalement, il vaut mieux parfois, quand on est, c'est une expression de voyou, ça, quand on est fribouillis, c'est-à-dire que voilà, y a plus, tu ne peux pas t'en sortir, il vaut mieux dire la vérité et expliquer. Et le fait que le type arrive au tribunal en changeant sa version, tout le monde s'apaise et se dit, bon, ça va, il ne nous prend pas pour un imbécile. Et maintenant, on va écouter ses raisons, on va écouter les explications qu'il peut nous donner. Et à ce moment-là, elles sont entendues par une juridiction et elles en tiennent compte. C'était déjà arrivé que tu défends quelqu'un et je sais pas, tu te rends compte en fait en cours de route qu'en fait il te ment quoi. Alors, ce qui m'est déjà arrivé, c'est d'être intimement convaincu de l'innocence de quelqu'un, de l'avoir plaidé, de l'avoir obtenu. C'est-à-dire d'avoir obtenu un acquittement, pas 1, mais 2, pour la même personne qui était poursuivie pour des assassinats. Pour avoir, en fait, il était suspecté d'être le chauffeur qui avait amené le type qui avait tiré. On est dans un contexte de bande rivale. À l'époque, on est dans les années 90, c'est pas la drogue qui est la plus importante, c'est les machines à sous. Okay. Les types mettent des machines à sous dans les bars et ça rapporte énormément d'argent, donc ils se battent pour avoir les trucs, donc il y a des règlements de compte en permanence. Et ce type-là est poursuivi pour ça. Il m'a toujours dit, j'ai rien fait, c'est pas moi. Et je vais me persuader que c'est pas lui, parce que j'ai rien dans le dossier qui vraiment l'incrimine vraiment. Si tu veux, j'ai pas de preuve irréfutable de sa culpabilité. Et je vais plaider, et à l'époque, je suis tout jeune, on est au début des années 90, je viens d'arriver dans le Midi, je pense que ça fait, 3-4 ans peut-être que je plaide aux assises, et j'ai encore cette fougue et cet enthousiasme des jeunes avocats, et je vais vraiment me débattre et me démener pour lui, et j'obtiens gain de cause. Et quelques années plus tard, parce que les gens finissent par parler dans le milieu, et quand tu es avocat pénaliste, souvent, ils te parlent. Et je saurais qu'en fait, c'était lui. Tu te sens comment ça? Est-ce que tu as des remords ou tu te dis, t'as fait ton travail finalement voilà, mais... Oui, en fait, c'est ça. En fait, c'était compliqué au départ, parce que je me suis dit, effectivement, finalement, tu as aidé à faire en sorte qu'un coupable soit innocenté. Et puis je me suis dit, mais c'est pas toi, c'est le dossier.
quelque part, si le dossier avait permis d'asseoir avec certitude la culpabilité de ce gars, tu aurais pu faire ce que tu voulais, il aurait été déclaré coupable et condamné. Or, le travail d'un avocat, je vais être choquant, le travail d'un avocat, c'est pas d'aller chercher la vérité. La question qu'on doit se poser quand on est avocat, en défense, c'est se dire, est-ce que dans ce dossier, il y a des éléments qui permettent d'être certain de la culpabilité de celui que je défends? Si ce n'est pas le cas, tu dois plaider le doute. Le doute, il profite à l'accusé. C'est ce que la loi nous dit. Donc j'ai plaidé en fait en conformité avec mes obligations professionnelles et déontologiques. Donc quelque part, au fond, même si moralement ça fait un peu bizarre, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et si j'avais pas fait ça, j'aurais pas fait mon travail. Il y a une autre affaire dont tu nous as parlé qui n'a rien à voir, l'affaire Hélène. Je sais pas si tu en parles dans le livre. Oui, je crois que c'est la dernière affaire dont je parle dans le livre, celle d'Hélène. C'est un des dossiers les plus tristes et les plus révélateurs de la folie des hommes que j'ai pu avoir à plaider. Cette femme est d'origine espagnole et tous les étés, elle va passer ses vacances en Espagne dans sa famille où elle retrouve les cousins. Et un de ses cousins germains, elle le trouve très beau et puis elle finit par se mettre avec lui, tomber amoureuse de ce garçon. Ils vont vivre en Espagne dans un premier temps. Lui, il apparaît déjà assez violent, il boit beaucoup, mais elle est folle amoureuse de lui. Et puis en Espagne, quand on se marie avec quelqu'un, c'est encore plus fort peut-être qu'en France. Les convictions religieuses sont très importantes, donc on se sépare pas, quoi. Ils vont finir par arriver en France, parce qu'elle travaille en France. Lui va venir aussi, ils vont avoir un enfant, une petite fille. Cette petite fille, elle naît avec un handicap. Pas énorme, mais ça veut dire que quand elle a 12 ans, dans sa tête, elle en a 5 ou 6, si tu veux. Voilà. Les coups continuent, il boit de plus en plus. Elle ne fait que travailler et lui fait rien. C'est de plus en plus difficile pour elle. Malgré tout, c'est pas un mauvais papa. Il s'occupe bien de sa fille. Et puis à un moment donné, c'est devenu beaucoup trop, la violence est devenue trop importante, ce qui fait qu'elle va se séparer de lui. Lui retourne en Espagne, mais obtient une décision de justice normale où il a des droits de visite sur l'enfant. Et donc régulièrement, il vient voir l'enfant en France. Mais en fait, à chaque fois qu'il vient voir l'enfant en France, c'est pour essayer de la récupérer elle. Il n'a de cesse que de lui dire « mais on est fait l'un pour l'autre, mais je me soigne, je fais des cures, etc. etc. » Ça se passe à quelques reprises sans problème. Il prend l'enfant, il va faire des trucs avec l'enfant, il l'amène dans des parcs, etc. Ça se passe super bien. Chaque temps qu'il a l'espoir au fond de lui qu'Hélène va revenir, ça se passe bien avec l'enfant. Et puis la dernière fois où il y va, là elle est très claire avec lui. Elle lui dit « mais c'est pas la peine d'essayer. Ça ne marchera plus, on ne sera plus jamais ensemble. » Et je pense que c'est à ce moment-là que cet homme prend conscience du fait que Hélène, c'est terminé. Il ne l'aura plus. Il va venir pour récupérer la petite fille. Il va y aller un premier week-end, ça va se passer normalement. Il la ramène comme c'est prévu. Et puis le week-end d'après, c'est prévu encore qu'ils reprennent la petite fille. Hélène lui amène, ils ont un rendez-vous. Elle lui donne la petite fille. Et là, elle embrasse sa fille pour lui dire au revoir. Et alors qu'elle l'a déjà embrassée, son ex-mari lui dit « embrasse à nouveau la petite, tu sais pas ce qui peut se passer. » Sur le coup, elle se dit « tiens, il n'a pas vu, bah, elle embrasse à nouveau sa fille. » Et puis, il va partir, il doit rentrer à 5 heures. Et pendant tout le temps où il n'est pas là, il n'a de cesse que d'envoyer des messages à Hélène en lui disant « il faut qu'on se remette ensemble, etc. » Et là, elle lui dit « non, 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 non » à de multiples reprises. Et puis à 5 heures, il ne rentre pas avec l'enfant. Et puis elle commence à s'inquiéter. Et lui dit, commence à lui envoyer des messages bizarres en lui disant j'ai fait une folie, tu verras, tu liras dans les journaux. Elle ne comprend pas et elle panique complètement. Donc elle va immédiatement voir la police pour les prévenir de ce qui se passe. Donc la police prend très au sérieux le truc, se met à chercher un peu partout et on ne le trouve pas. Mais la petite ne rentre pas. Et finalement, 2 jours plus tard, on va retrouver ce mec en train d'acheter des bières dans un supermarché. Il y a eu des appels à témoins, sa photo a été mise dans tous les journaux, etc. On va l'interpeller. On n'a toujours pas de nouvelles de la petite. Il est placé en garde à vue, évidemment, on va l'interroger. Il va finir par dire il y a eu un accident, la petite, elle s'est noyée dans le Rhône. On est à Avignon, le Rhône passe au bord de la ville. Elle s'est noyée dans le Rhône. Et puis petit à petit, il va expliquer qu'en fait, il a tué sa fille.
C'est ce qu'on appelle, en Espagne, c'est un crime particulier, ça s'appelle un féminicide par procuration. C'est-à-dire que quand souvent, il arrive que quand les hommes sont éconduits et qu'ils ne supportent pas la séparation, puisque tu n'es plus à moi, tu ne seras plus jamais à personne, et ils tuent leur ex-femme. Le féminicide par procuration, en fait, tu tues ce que la femme a de plus cher au monde, pour qu'elle souffre toute sa vie. Et c'est ce que cet homme-là va faire. On va retrouver cette petite fille dans les roseaux au bord du Rhône. Elle a les pieds et les poings liés. Elle a été ligotée par son père qui l'a balancée dans l'eau. Enfin bon, c'est une affaire abominable. Et donc cet homme-là va être jugé, va prendre le maximum de la peine à Avignon. Il sera condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il va faire appel de cette décision. On ne comprend pas pourquoi. Et c'est Hélène qui m'explique pourquoi. Elle me dit, mais parce que tant qu'il y a un procès, il me voit, il garde un lien avec moi. Et c'est ça qu'il veut. Et toi, tu représentes Hélène à ce moment-là? Oui, je représente Hélène, je représente la tante, je représente toute la famille. Et truc de fou, si je puis dire, je représente, parce qu'ils sont cousins germains, hein, je représente le grand-père de la petite, mais qui est aussi le père de l'accusé. Donc j'ai à mes côtés le père. Et je me rappellerai toute ma vie du témoignage de ce père qui arrive à la barre. C'est un grand bonhomme espagnol, très fier, etc. Et il a regardé à un moment donné vers le box des accusés. Il n'a pas regardé son fils, mais il a regardé vers le box des accusés. Il a dit, cet homme n'est pas un homme. Et il parlait de son propre fils. Ça te donne une idée de l'émotion qu'il y a pu y avoir à ce moment-là. Et je pense souvent à Hélène parce que cette femme, véritablement, ce qu'on lui a fait, je crois qu'il n'y a pas pire qu'on puisse faire à quelqu'un, surtout que c'était son propre enfant à lui aussi. Hein. Il a tué sa propre fille, ce type. Mais elle a été d'un courage, d'une force, parce qu'elle a réussi à venir à la barre témoigner à 2 reprises, donc, puisqu'il y a eu 2 procès. Et je garde vraiment en mémoire le visage de cette femme, ravagé par les larmes, mais tu sais, les larmes qui coulent en silence. C'est-à-dire que la tristesse est telle, la souffrance est telle, que ça ne peut pas s'arrêter. J'avais l'impression de voir, tu sais, dans les rochers, parfois, tu vois que la rivière, elle fait des traces, des sillons. Elle avait ça sur le visage, tellement elle avait pleuré. On a obtenu donc que cet homme soit condamné au maximum de la peine. Mais encore, en sortant du procès, Hélène m'a dit, mais si un jour il sort, c'est à moi qui s'en prendra. C'est quoi le maximum qu'on peut se prendre comme ça? La perpétuité avec une peine incompressible de 22 ans, c'est le maximum qu'on puisse donner dans ces cas de figure-là. Ouais. Donc en gros, ça veut dire qu'il va faire 22 ans en tout oui. cas. Et normalement... Il va faire plus parce que, voilà. Si tu veux, pour qu'au bout de la peine de sûreté, on puisse envisager la sortie d'un type comme ça, il faut qu'il y ait 2 experts psychiatres qui rendent un rapport au terme duquel ils considèrent qu'il n'est plus dangereux. Avant qu'un type comme ça soit considéré comme n'étant plus dangereux, il va se passer du temps. C'est clair. Donc je pense qu'il va faire plus que ça. Et lui, il a fait des avocats pour le défendre? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils plaident à ce moment-là, les avocats en face? Ah là là, j'aurais pas aimé être à leur place parce que c'est compliqué. Ouais. Ils plaident la folie de l'homme, ils plaident le fait que cet homme n'ait jamais supporté d'avoir été finalement éconduit par Hélène, l'alcool, ils plaident tout ça, mais tu sais, quand on est devant une cour d'assises et que tu vois les jurés à un moment donné, quand ils ont entendu ce pourquoi ils étaient là, parce que quand les jurés arrivent dans une cour d'assises, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Okay, ouais. Non. Et en fait, le président ou la présidente de la cour d'assises va, dès le début du procès, faire ce qu'on appelle le rapport, c'est-à-dire qu'elle va faire un résumé de l'affaire, et c'est comme ça que les jurés apprennent pourquoi ils sont là. Et quand tu vois les jurés à la fin du rapport poser le stylo, croiser les bras et regarder dans le box des accusés, tu sais que c'est fini. Il peut faire ce qu'il veut, c'est terminé, quoi. Il y a une autre affaire dont tu nous as parlé, c'est l'affaire Chouki. C'est un ancien boxeur, si je dis pas de bêtises, donc impliqué dans plusieurs affaires de meurtre dans le milieu des machines à sous. Elle est folle cette histoire parce que je défends ce garçon donc avec toute la fougue et la conviction qui est la mienne de son innocence, mais il est co-accusé avec celui qui est réputé être le tireur. En première instance, donc devant la cour d'assises d'Avignon, en fait, il a 2 affaires sur lui. Une affaire où la victime s'appelle Serge Martin et l'autre affaire où la victime s'appelle Charlie Lecouls. Tout ça, c'est des voyous. Hein. On est dans le milieu. On pourrait être dans un dialogue de Michel Audiard, ça serait les mêmes. Hein. Moi, j'ai plaidé avec Bunny le Dingue, Dédé le Sourd. Ouais, enfin, bon, c'était. Okay. Et c'est vrai que quand tu es jeune avocat et que tu arrives dans un truc comme ça, tu te dis mais je suis dans un film policier ou je suis dans la vérité, quoi. Et donc, ils sont poursuivis tous les 2.
En première instance, ils sont tous les deux condamnés à 20 ans. On fait appel de la décision. Et en appel, là aussi c'est l'occasion de parler d'un avocat absolument extraordinaire qui était Henri Leclerc, qui a disparu il n'y a pas très longtemps et qui a été un des ténors du barreau. Henri Leclerc défend le tireur. Et moi je défends donc le chauffeur. Et j'obtiens l'acquittement du chauffeur, mais Henri Leclerc n'obtient pas l'acquittement du tireur qui va être lui aussi condamné. À partir du moment où j'obtiens l'acquittement dans une première affaire de Chouki, la deuxième affaire vient à la cour d'assises d'Avignon et là on obtient l'acquittement des deux. Et ce n'est que plusieurs années plus tard que je saurais que finalement, vraisemblablement, il était bien le chauffeur de celui qui a tiré. Je l'ai su par quelqu'un d'autre qui était sur les lieux, qui n'a jamais été inquiété, mais qui était lui aussi, qui faisait partie de ceux qui ont éliminé... Oui, mais en fait, quand on est avocat, ce qui est fou aussi, c'est qu'on est tenu au secret professionnel. Si demain tu viens dans mon bureau et que tu me dis voilà, j'ai égorgé 3 personnes et elles sont dans mon garage, je ne peux pas aller à la police, j'ai pas le droit. C'est assez fou. Et donc en fait, on a reçu, moi j'ai reçu des confidences de certaines personnes qui parfois me font hérisser le poil, quoi, hein, mais je ne peux rien en faire. J'ai pas le droit d'en parler. T'as déjà eu une fois quelqu'un qui demande de le défendre, mais où tu te dis je peux rien faire, c'est perdu, dans tous les cas il va prendre la peine maximale, ou dans tous les cas je pourrais jamais... C'est vrai que je fais du droit pénal depuis plus de 35 ans, mais je défends beaucoup de victimes et il y a des accusés que je m'interdis de défendre. Comme je défends beaucoup les enfants qui ont été victimes de violences, notamment de violences sexuelles des femmes, je n'ai jamais pu défendre un une seule fois, moi je viens du barreau de Paris, au départ je prête serment au barreau de Paris en 1988, je suis resté 2 ans avant de m'installer dans le Midi. Et quand on est jeune avocat, tu peux être commis d'office par ton bâtonnier, c'est-à-dire le chef des avocats te dit tu vas défendre un tel et tu ne discutes pas. Sauf si le gars en question écrit au bâtonnier en disant j'en veux un autre. Et moi je suis désigné pour assurer la défense d'un type qui avait violé sa fille. Il était en prison. Je vais le voir en prison, j'étais tout jeune. J'avais 27 ans, 28 ans. Je vais le voir en prison, je tombe sur un gaillard, la caricature du... Le molosse, le type vraiment extrêmement impressionnant. Et je lui dis, voilà monsieur, je pense qu'il va falloir que vous écriviez au bâtonnier pour qu'il vous désigne quelqu'un d'autre. Le type, il me regarde, il est surpris, il me dit, mais pourquoi? Je dis, parce que si c'est que de moi, je vous mets 2 balles dans la tête. Donc je ne pourrais pas vous défendre, monsieur. Et là, il me dit, bon, ça va, j'ai compris. Et il a écrit, et c'est comme ça que j'ai été déchargé de ça. Après, il m'est arrivé de défendre des gens qui avaient commis des choses effroyables. Mais chaque fois, on était d'accord. C'est-à-dire que jamais j'ai plaidé l'implaidable. Je ne peux pas plaider l'innocence de quelqu'un alors que tout l'accable dans le dossier avec certitude. Mais par contre, il m'est arrivé de plaider des dossiers pour des gens qui avaient commis des choses véritablement abominables, mais qui reconnaissaient ces faits-là. Et à ce moment-là, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer non pas de leur trouver des excuses, il n'y a pas d'excuses, mais expliquer le pourquoi des choses. Parce que juger, on le dit souvent, juger c'est comprendre. Et si tu ne comprends pas, tu ne juges pas, tu condamnes. Et il faut juger les gens en fonction de ce qu'ils sont et de ce qu'ils ont fait. Il y a des affaires, rien à voir, hein, c'est pas dans mes questions, mais que tu as particulièrement aimé traiter, où tu t'es dit là, c'est trop bien, en fait, il y a tout pour le défendre. Ouais. Tu vois, tu te dis... Oui, bah oui, en fait, il y en a souvent. Hein. Tu sais, souvent, peut-être au début de ma carrière plus, parce qu'il faut se rappeler qu'au début de ma carrière, l'ADN, ça n'existe pas. Hein. Ouais. On n'a pas toutes ces preuves scientifiques qui sont incontournables. Donc on a souvent ce qu'on appelle un faisceau d'indices. La présence du type, pas loin des lieux, pas loin des faits, etc. etc. T'as un exemple comme ça de truc où tu t'es dit, là franchement... Oui, j'ai un exemple, c'est d'ailleurs, je la salue, c'est Marie-Christine. À l'époque, on est dans une période où il n'y a pas d'appel. À l'époque, quand une cour d'assises rend une décision, la loi française considérait que c'était l'expression de la volonté populaire, c'était le peuple qui jugeait, c'était les jurés, et donc on ne pouvait pas faire appel d'une décision comme ça. Et je me retrouve désigné pour défendre cette Marie-Christine qui est poursuivie pour le meurtre de son amant. C'est quand même un truc... C'est pas mal. C'est pas mal. Et les lieux, c'est une maison un peu paumée, le mec il refaisait des travaux dans sa maison, elle était avec lui, et elle appelle à un moment donné en disant bah voilà, je l'ai retrouvé en bas de l'escalier, il est mort. En fait, quand les policiers arrivent et qu'on
On voit le corps, effectivement, il est mort parce qu'il a pris un coup de couteau quand même. Et quand on soulève le corps, il y a une mare de sang, et dans la mare de sang, il y a l'empreinte du pied de Marie-Christine. Donc on se dit, bon, et donc elle est poursuivie pour ça. On arrive à la cour d'assises, et à l'époque la cour d'assises était à Carpentras. On arrive à la cour d'assises et je me dis, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire, quoi, parce que c'est un peu compliqué. Alors certes, elle a toujours dit, non, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Elle a expliqué qu'en fait, le propriétaire des lieux était venu, il s'était embrouillé avec, et que vraisemblablement, c'était ça qui avait donné lieu à la mort de cet homme. Et puis, je me rends compte que cet homme, le propriétaire, est un ancien policier. Et je vais échafauder une histoire absolument abracadabrantesque en disant, mais oui, mais en fait... Et je mets le doute, en fait, au juré en disant, mais Marie-Christine, elle n'avait aucun intérêt à tuer son amant, puisqu'elle l'aimait beaucoup. En plus, c'est lui qui pourvoyait à ses besoins, c'est lui qui finançait sa vie, etc. Par contre, le policier, il avait une embrouille avec lui. Enfin, l'ancien policier, il avait une embrouille avec lui. Ils n'étaient pas d'accord sur le fait du prix de la maison, ils n'étaient pas d'accord sur le financement des travaux. Et puis, en partant de la maison, pourquoi il a pris tel itinéraire, l'ancien policier, au lieu d'aller tout droit là où ça devait aller. Et finalement, j'ai fini par mettre le doute dans la tête de certains jurés, puisque à l'époque, il y avait 9 jurés et 3 magistrats professionnels. Et pour qu'il y ait une culpabilité qui soit votée, il fallait qu'il y ait les 2 tiers des votants, c'est-à-dire sur 12, il fallait qu'il y en ait 8 qui disent qu'il est coupable. Or, si tu traduis ça dans l'autre sens, si tu convaincs 5 jurés de l'innocence, la personne ne peut pas être condamnée et elle est acquittée. Ils partent délibérer et au bout de 5 ou 6 heures de délibérer, moi j'étais sûr qu'elle allait être condamnée. J'avais fait ce que j'avais pu parce que voilà, je ne savais pas, j'avais des éléments qui me permettaient peut-être de mettre le doute, mais c'était vraiment très fin. Et elle est acquittée. Et à ce moment-là, l'acquittement est définitif parce que le procureur ne peut pas faire appel de cette décision. Et c'est resté pendant des années une histoire dont on a parlé avec ceux qui étaient sur place, l'avocat général. Tu sais, quand on est dans un petit tribunal, on finit par tous se connaître, même si on n'est pas amis, on se respecte les uns les autres et on parle souvent des affaires. Et cette affaire-là nous a occupés pendant des années, on en a parlé de Marie-Christine pendant des années et des années. Est-ce qu'à un moment donné, elle a avoué quelque chose à toi Ah directement? non. Moi, elle m'a toujours dit qu'elle n'avait pas fait. Ouais. Non, j'ai pas eu... J'aurais pas pu faire ça si elle m'avait dit si c'est moi. Parce qu'elle avait aussi un tel parcours de vie que j'aurais pu plaider sa personnalité, j'aurais pu plaider tellement de choses. Même si elle avait été déclarée coupable et condamnée, elle n'aurait pas été condamnée à une peine très très lourde parce qu'elle avait eu une vie absolument abominable, quoi. Il y a une dernière affaire que je trouve intéressante de traiter en épisode, je sais pas si tu en parles dans le livre ou pas, mais c'est l'affaire Magali. Je crois que c'est une affaire assez particulière parce que je crois que la personne que tu as défendue, c'est ensuite devenue ton épouse, ou alors j'ai rien compris. Bah si, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Comment c'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je fais la rencontre de Magali. À l'époque, je travaille déjà avec Jean-Luc Delarue, et, qui était un producteur qui malheureusement a disparu et qui était un animateur célèbre à la télévision en France. Et en 2006, cet homme-là récupère une case journalière à 14h sur France 2. Il y avait une émission qui passait testimonial, c'est-à-dire qu'on faisait venir des gens qui témoignaient sur un thème. Et puis il avait voulu faire venir avec lui une équipe d'experts, comme ça se fait aux États-Unis, c'est-à-dire que les talk-shows aux États-Unis, tu as l'animateur et puis tu as un psychiatre, un psychologue, un avocat, un diététicien, enfin, et à chaque fois que le thème s'y prête, il y a ces experts qui sont là pour venir au soutien de l'animateur et pour expliquer aux gens comment ça se passe. Il me propose en 2006 de participer à cette émission, ce que j'accepte évidemment. Et puis la vie fait qu'il ne présente plus l'émission et c'est une autre animatrice, Sophie Davant, qui présente l'émission. Et en 2011, on fait une émission sur le thème « J'ai été témoin d'un crime ». Et je vois dans les invités une jeune femme qui s'appelle Magali et qui vient là parce qu'elle a été témoin du meurtre de son frère. Ils étaient tous les deux en moto, chacun sur une moto différente, et ils sont tombés sur un fou au volant. Et ce fou a fini par poursuivre son frère avec sa voiture et l'a balancé, vraiment, il l'a visé, il l'a balancé pour le tuer. Avec la voiture, il a balancé la moto. Oui. Et Magali était derrière ou elle était juste témoin? Elle était derrière, elle n'était pas sur la même moto, elle était sur une autre moto, mais elle suivait derrière et elle a vu tout ça en direct. Ok, ouais. Et je suis, je dois dire, cueilli par l'intensité de l'émotion qu'elle dégage, de la tristesse qui est la sienne. Et c'était très curieux parce que
Elle était à la fois avec un regard profondément triste, mais toujours souriante. Tu sais, ces gens qui essayent toujours de masquer leur profonde peine derrière un sourire ravageur, c'était assez impressionnant. Le procès n'avait pas eu lieu. Et quelques mois plus tard, elle me demande d'assurer la défense de sa famille, d'elle et de ses parents, etc., de toute sa famille au procès. Ce que je vais faire, on est en 2013, c'est à Colmar. L'enjeu, c'est quoi? C'est que l'accusé soit déclaré coupable et condamné. Et le procès va avoir lieu, ce garçon sera déclaré coupable et condamné. Et puis à l'époque, je suis marié, j'ai 3 enfants avec une autre épouse, donc on garde des liens, mais elle aussi est mariée, enfin voilà, on a chacun notre vie. Mais on garde toujours des liens, on s'écrit assez régulièrement, on se donne des nouvelles, je reçois sa fille en stage, je l'ai eu à toutes les époques de sa vie, en 4e, en 3e, et puis après quand elle était étudiante en droit. Et puis après, nos vies font que moi je vais divorcer, qu'elle aussi va se séparer de son époux, et on va se rapprocher. Et aujourd'hui, on est effectivement mari et femme. Putain, c'est dingue. Et finalement, vous avez réussi en fait à plaider d'ailleurs, à faire en sorte que l'accusé soit. Oui. Alors pas à la hauteur de ce qu'on aurait souhaité, mais ça aussi, c'est quelque chose qui est important de dire, c'est que quand tu défends des victimes, il faut tout de suite leur dire que la sanction qui va être prononcée, la peine qui sera prononcée, ne sera jamais à la hauteur de leur souffrance. Parce que quand tu perds un enfant, quand tu perds un frère, quand tu perds une mère, ils ont l'habitude de dire « nous, on prend perpétuité ». C'est-à-dire que jusqu'à la fin de notre vie, on aura cette douleur en nous. Alors que celui qui a commis les faits, il va être condamné, il va faire 10 ans, 15 ans, 20 ans de prison et après il sort, il reprend sa vie. Effectivement, c'est pas ça qu'il faut aller chercher. Quand tu défends des victimes, ce qui est impératif, c'est que leur parole soit reconnue. Et donc que la personne soit déclarée coupable. Voilà, coupable des faits, c'est ça qui est important. Ensuite, la peine, elle ne t'appartient pas, c'est la société qui sanctionne un de ses membres parce qu'il a commis quelque chose d'absolument abominable, mais toi, tu n'as pas de prise là-dessus. Tu as déjà eu des gens qui ont craqué pendant un procès, qui d'un coup il avoue tout, ou j'en sais rien? Je l'ai déjà vécu en étant partie civile, en étant de l'autre côté. Je me rappelle d'un gars, un ancien légionnaire, d'ailleurs je peux citer son nom puisque le procès était public, Georges Stinis. Poursuivi pour avoir avec torture et actes de barbarie 3 femmes. En fait, le processus était toujours le même. Il commençait par séduire des femmes, il se mettait avec, et petit à petit, il leur faisait vivre l'horreur, jusqu'à en les torturant, enfin des choses abominables. Cet homme nie l'intégralité des faits. Moi, je défends les 3 femmes successives qu'il a eues et qui ont été ses victimes. Il nie l'intégralité des faits en permanence. Il dit elle raconte n'importe quoi. Quand on a eu des rapports, c'était consenti. J'ai jamais fait preuve de violence, etc. Ce type est un tel monstre sur le plan physique que je me rappelle avoir été dans un cabinet de juge d'instruction avec mes 3 clientes, moi, son avocat, lui, et au-dessus de lui, 4 gendarmes comme ça. Ah ouais? Pour se dire, si le mec il bouge, déjà à 4, on n'est pas sûr de l'arrêter, quoi. Donc on n'était pas super à l'aise, si tu veux, c'était pas génial. On va au procès, et là on tombe sur un avocat général que je connais bien, qui est devenu un ami, qui est un ancien avocat d'ailleurs, qui s'appelle Lionel Mathieu. Et tu sais, les cours d'assises, c'est souvent assez vaste, et la distance entre l'accusé et l'accusation, elle est très importante. Et en plus, l'avocat général était en hauteur et lui était dans son box. Et je vois mon Lionel Mathieu au moment où, parce que dans une cour d'assises, on va aborder les faits et puis à un moment donné, on interroge l'accusé sur les faits. Et on passe à l'interrogatoire de l'accusé, le président lui pose des questions, il continue à nier les faits, etc. Et je vois mon Lionel Mathieu, c'est un petit bonhomme. Lionel Mathieu, c'est l'avocat général, celui qui représente la société et qui est dans un procès chargé de dire pourquoi il considère que cet homme-là est coupable et à quoi il propose qu'on le condamne. Oui, ça marche. Donc c'est l'accusation, quoi. Et je le vois descendre et avec une voix toute douce, commencer à lui parler. À l'accusé, donc. À l'accusé. Et à lui dire, Monsieur Stinis, vous ne croyez pas que c'est le moment peut-être de libérer votre conscience? Pensez pas que c'est peut-être le moment de dire à ces femmes que vous regrettez ce que vous avez fait? Et comme ça, mais très doucement, alors que tout le monde lui parlait de manière très agressive tout le temps. Et plus ça va, plus il se rapproche, à un moment donné, il est là, quoi. Il est comme toi et moi. Et là, je vois cette espèce de mastodonte s'affaisser complètement. Il le regarde et il dit, vous avez raison.
elles ont raison. Ce qu'on m'accuse, c'est vrai. Et ça c'est des moments d'émotion absolument incroyables. Je les ai vécus à quelques reprises dans ma carrière, et souvent dans des affaires de mœurs d'ailleurs. Souvent dans des affaires de... J'ai encore une autre histoire qui était à peu près la même à Privas, où un homme avait violé une belle fille et il avait toujours nié les faits. Et au dernier moment, il finit par dire non mais c'est vrai. Et puis alors avec un tout petit filet de voix, non mais c'est vrai. Alors tout le monde s'arrête comme ça, il dit pardon. Et il dit oui, c'est vrai. Est-ce qu'à ce moment-là, d'ailleurs, l'avocat qui le représente, il panique ou il se dit bon bah voilà, ça y est. Souvent, quand ça se passe, c'est qu'il y a eu en amont un travail de l'avocat de la défense pour dire au gars attendez, monsieur, tout vous accuse. Donc c'est peut-être le moment de libérer votre conscience. C'est rarement une surprise pour l'avocat de la défense. Ça t'est déjà arrivé d'avoir peur d'ailleurs à un moment donné tu représentes, par exemple là tu as dit le gars il est costaud, t'as pas peur un jour, je sais pas, il sort de prison et en pas fait... tranquille, si, parfois oui. Parfois, elle n'est pas tranquille. Bon, d'abord, il faut savoir que le fait de porter une robe, c'est une protection. C'est mieux qu'un gilet pare-balles. Parce que pour beaucoup par exemple pour les voyous, on ne s'attaque pas à des gens de robe. Parce que c'est trop cher sinon. Si on se fait attraper parce qu'on a fait du mal à quelqu'un qui porte une robe, que ce soit magistrat ou avocat, en général, les sanctions, elles sont extrêmement lourdes. Et puis, il y a un respect par rapport à ça. Mais il y a certains pour qui, moi, combien de fois j'ai été menacé dans des cours d'assises par l'accusé. Hein. Ah ouais? Oui. Les types qui te disent mais on se retrouvera. Je dis bah c'est pas compliqué, je suis dans l'annuaire. Qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Bah oui, ça arrive. Mais en général, les gens qui formulent des menaces sont rarement ceux qui passent à l'acte. Ouais, c'est ça. Voilà. Il faut plus se méfier de ceux qui restent silencieux. Très bien, maître Marc Gégère, merci infiniment pour ce premier épisode. C'était tellement... Enfin franchement, désolé, j'ai pas beaucoup parlé, hein. J'ai surtout écouté ce que vous avez à dire, mais c'était hyper intéressant, c'était vraiment dingue. Bon, attends. On le rappelle évidemment, Marc, t'as écrit un livre, tu traites de 11 affaires, notamment à l'intérieur. C'est ton premier livre d'ailleurs ou t'en as fait d'autres? J'en ai coécrit un il y a quelques années avec un journaliste qui s'appelle Le Crime et l'Enfant, mais qu'on trouve malheureusement plus, il est épuisé. Et c'était sur des affaires dont je m'occupais, où je défendais les enfants. Et ce livre, du coup, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi au début, il traite de... Alors ce livre, il traite de 11 procès différents, mais pas seulement du procès, il traite de 11 histoires, de 11 rencontres avec des familles qui ont perdu quelqu'un dans des conditions dramatiques, qui ont été assassinés. Et c'est vraiment tout le processus, c'est-à-dire que j'explique de la rencontre de ces gens, l'enquête, l'instruction, le procès, il y a aussi mes plaidoiries dedans. Et j'explique vraiment de l'œil des victimes ce que ça représente tout ce processus judiciaire. Hyper intéressant. Bah écoutez, pour ceux qui sont intéressés, évidemment, le lien est en première ligne de description et c'est aussi disponible dans toutes les librairies, si j'ai bien compris, aux éditions Mareuil. C'est déjà la fin de ce premier épisode. Je vous rappelle que si vous aussi, vous voulez passer dans StoryCube, vous avez un mail qui s'affiche juste ici. Vous pouvez envoyer un petit récap de votre histoire ou peu importe, on se fera un plaisir de vous faire passer dans StoryCube. C'était Noah avec StoryCube. Passez une très bonne soirée. Bye.